d'abord vous expliquer comment j'en suis venue à travailler sur ce sujet. Et c'est surtout une histoire de famille, comme beaucoup j'imagine d'entre vous. Avec cette photo, je vais vous expliquer avec cette photo, j'imagine que vous en avez vu sur les commodes de vos parents, oncles et tantes ou de vos grands-parents. Ça, c'est la photo de mariage de mes grands-parents. C'est une photo qui date de 1950. Donc, vous avez mes grands-parents au milieu, en jeunes mariés. Donc mon grand-père qui s'appelait Félix et ma grand-mère qui s'appelait Célestine. J'ai bien connu mon grand-père, pas ma grand-mère malheureusement, elle était déjà décédée quand je suis née. Et cette photo a été prise dans le Morbihan, parce que c'est les racines du côté de mes deux parents d'ailleurs, ils sont tous les deux originaires du Morbihan. Et donc dans un village qui s'appelle Carreau, donc c'est le nord-est, c'est plutôt assez rural, là on est vraiment dans les terres, la campagne du Morbihan. Et donc moi j'ai grandi à Nantes, mais régulièrement, le week-end, les vacances, on allait voir mon grand-père, surtout qu'il était veuf. Et donc on allait régulièrement le voir. Ça c'est moi avec mon papy. Je l'ai bien connu, il est décédé quand j'avais 17 ans. Je n'ai pas trop changé, j'espère. Il a déjà 30 ans la photo là quand même. Et donc quand j'allais voir mon grand-père, je savais qu'il avait perdu un frère durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait cette photo qui se trouvait dans la chambre de mon grand-père, que j'ai toujours vue. Je savais qu'il avait un frère qui avait été tué dans la Résistance. Et c'est tout ce que je savais. Parce que mon grand-père n'en parlait jamais, j'ai jamais entendu parler de son frère. Bon, on m'avait dit que son frère avait été tué durant la guerre, mais c'est tout. Mon grand-père, il abordait jamais cet aspect-là de sa vie. Je sais que quand on regarde, vous savez bien que toutes les semaines à la télévision, il y a des documentaires, des films sur la Seconde Guerre mondiale, il nous disait de couper la télé en gros, quoi. Il ne voulait pas regarder ces choses-là, donc il n'avait jamais évoqué la figure de son grand frère. Et donc il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, mon père s'est lancé dans la généalogie de la famille, comme beaucoup, arrivé à la cinquantaine, soixantaine, on se lance dans la généalogie, c'est devenu une grande passion pour mon père. Et moi je me suis dit comment je pourrais l'aider, moi j'étais déjà très intéressée par l'histoire, je me suis dit je vais regarder du côté des personnes de notre famille qui ont combattu pendant les conflits mondiaux. Et en montant l'arbre généalogique, la première personne sur laquelle je suis tombée finalement, c'était donc André, le frère de mon grand-père. Je me suis dit quand même, on a un héros dans la famille, en fait je ne sais absolument rien sur lui, à part qu'il est mort en tant que résistant, en fait je ne sais pas ce qui lui est arrivé, comment il s'est retrouvé dans la résistance. Peut-être parce que je suis journaliste, du coup je me suis lancée dans une enquête, ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant. Et pour commencer, j'avais pas beaucoup de choses, j'avais cette photo, donc on a récupéré aussi bien sûr le décès de mon grand-père, et j'avais une date, je savais qu'il avait été tué le 12 juillet 1944 dans un village qui s'appelle Plumelec, et qui se trouve aussi dans le Morbihan. Je vais vous montrer sur une carte. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on est toujours dans cette zone-là, dans le nord-est du Morbihan. Donc il y a Malétroit, Pleurmel, c'est les grandes villes des environs. Ma mère est née à Saint-Marcel, et donc mon grand-oncle et mon grand-père, ils venaient d'un village qui s'appelle Boal, et Plumelec, c'est par ici. Il a été tué dans ce village qui s'appelle Pierruel. Donc Plumelec, vous en avez peut-être entendu parler cette année, parce que le 5 juin, il y a eu une cérémonie organisée en présence du président Emmanuel Macron, à la veille des commémorations du débarquement. Il s'est rendu dans le village de Plumelec, parce que c'est là que dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il y a eu des parachutistes de la France libre qui ont été parachutés. Et il y a notamment, donc on estime que c'est le premier mort allié, en tout cas le premier mort français des opérations du débarquement. Il s'appelait Émile Bouétard, qui a été tué à Plumelec peu après le parachutage de ces soldats. Et donc ces soldats, ces parachutes de la France libre, quand ils sont arrivés en Bretagne, dans le Morbihan, donc il y a eu deux groupes, il y en a qui ont été parachutés dans les Côtes d'Armor, les Côtes du Nord à l'époque, et deux autres groupes qui ont été parachutés dans le Morbihan. Et donc ils avaient pour but de faire des opérations de sabotage dans l'idée de ralentir la progression des Allemands vers la Normandie. Et quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait déjà des maquis, des groupes de résistants qui s'étaient constitués. Et le mot d'ordre, ça a été de se retrouver dans une ferme, dans un village qui s'appelle Saint-Marcel, où il y avait déjà eu des parachutages. Et donc ils se sont retrouvés dans cette ferme, donc les résistants locaux ont eu pour mot d'ordre d'arriver dans cette ferme, et les parachutistes aussi. Et là, il y a eu des parachutages qui ont suivi au début du mois de juin 1944. Et donc il y a à peu près 3000 personnes qui se sont regroupées dans ce village, dans ce maquis qu'on appelait le maquis de Saint-Marcel, donc ça a été très important, des hommes, des femmes.
Et le 18 juin 1944, donc il y a eu des combats assez violents, les combats de Saint-Marcel, parce qu'une patrouille de la Feldgendarmerie a finalement repéré le camp, donc il y avait quand même 3000 personnes, au bout d'un moment c'était repérable, et donc dans la journée du 18 juin 1944, il y a eu des combats qui ont opposé donc, les Allemands d'un côté et les FFI épaulés par les parachutistes de l'autre. Donc ça a été des combats très importants, et à la fin de la journée, il y avait tellement de renforts allemands qu'ils ont dû se disperser dans la nature, et mon grand-oncle s'est retrouvé avec un groupe de parachutistes, et de fil en aiguille, ils se sont réfugiés donc, dans une ferme de Plumelec, et c'est là qu'ils ont été exécutés le 12 juillet 1944 par des soldats allemands et des collaborateurs français qui travaillaient pour eux, donc c'était des agents de l'Abwehr, les services de renseignement de l'armée allemande. Donc en fait, j'ai fait une enquête dans un premier livre qui s'appelle « Mon oncle de l'ombre », c'est celui-ci, pour retracer le parcours de mon grand-oncle et savoir ce qui lui était arrivé. Donc ça, c'était la conférence que j'avais faite au mois de décembre 2021, donc je vais pas la refaire du coup, mais c'était pour vous résumer un petit peu voilà, mon premier travail d'enquête. Et donc, une fois que le livre est sorti, il était sorti en 2018, depuis, donc je fais des conférences, je me rends dans des établissements scolaires, et puis je me rends aussi régulièrement aux cérémonies, comme cette année, je m'étais rendue bien sûr à la cérémonie à laquelle a pris part le président Emmanuel Macron. Et en 2019, j'avais été aussi à la cérémonie parce que c'était les 75 ans donc, du massacre de Kerouel. Donc c'est 18 personnes qui ont été exécutées ce jour-là, des parachutistes de la France libre, des résistants et aussi des cultivateurs qui avaient accueilli des résistants dans leur ferme. Et à l'occasion des 75 ans, j'avais reçu un email d'un habitant de Plumelec qui m'avait dit qu'il connaissait un résistant qui était encore en vie et qui avait des choses à me raconter sur le village et sur ce qui s'était passé pendant la guerre. Donc je me suis dit, il n'y en a plus beaucoup à rencontrer, ça devient... bonjour, ça devient de plus en plus dur de recueillir des témoignages. Je me suis dit, c'est l'occasion de rencontrer ce monsieur que je n'avais pas rencontré au cours de mon enquête, donc j'ai saisi l'occasion. Et donc quand je me suis rendue en 2019 à Plumelec, j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelait Louis Merlet, il est décédé depuis malheureusement pendant le Covid, pendant la pandémie de Covid. Et donc j'ai rencontré ce monsieur qui effectivement avait participé lui aussi au combat du maquis de Saint-Marcel, il avait 17 ans à l'époque. Donc il m'a raconté voilà, le maquis, comment il avait pris part au combat. Et de fil en aiguille, j'ai compris qu'il il voulait me parler d'autre chose, de quelque chose qui lui pesait sur le cœur depuis plusieurs années. Et là, il s'est mis à me raconter que pendant la guerre, donc à Plumelec, il avait sympathisé avec une famille de réfugiés du nord de la France. Donc il y avait les grands-parents, les parents et la petite fille. Et qu'en juillet, en 1944, elle était 1944, au moment de la libération, la mère et la grand-mère avaient été assassinées par des résistants locaux. Donc j'étais surprise quand il m'a raconté ça, parce que moi ça faisait plusieurs années que je travaillais sur ce village de Plumelec où avait été tué mon grand-oncle, et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Donc là on parle de l'assassinat de 2 femmes. Et personne ne m'en avait parlé, j'avais lu dans aucun livre, aucune archive ne mentionnait ces faits. Donc j'étais assez surprise, et surtout, il nous a conduits, parce que j'étais avec mes parents à ce moment-là, il nous a conduits dans le cimetière de Plumelec, et il nous a montré la tombe de ces 2 femmes, qui est vraiment au début du cimetière en plus. Et donc là on voit, ici repose Agnès Delattre, avec la date de 1944, Léontine Debert, avec la date de 1944. Donc ça m'a encore plus choqué de voir que c'est l'une des premières tombes, en plus dans le village, avec ces dates 44-44. Et donc là j'étais quand même assez surprise de découvrir qu'à ce moment-là, cette histoire, donc ça m'a donné envie d'en savoir plus, et la personne qui m'avait envoyé l'email, qui s'appelle Loïc Merlet, qui est un cousin éloigné de Louis, lui il en avait déjà entendu un petit peu parler, et voilà, ça le titillait aussi d'en savoir plus sur cette histoire. Donc on a décidé d'entamer des recherches sans trop savoir ce qu'on allait trouver, pour savoir ce qui était arrivé à ces 2 femmes. Donc dans un premier temps, c'est Loïc qui a tout simplement été à la mairie de Plumelec, pour voir s'il y avait déjà une trace de ce décès. Donc effectivement, il a retrouvé tout simplement l'acte de décès de ces 2 femmes. Donc vous voyez, ça c'est l'acte de décès de la grand-mère, Agnès Delattre. Donc c'est marqué le 17 août 1944, a constaté le décès paraissant remonter à environ 6 semaines de Agnès, donc qui a son état civil. Donc on voit effectivement que c'est une femme qui est née à Eckelbeck, dans le Nord, donc il y a le nom de ses parents. Et le corps a été trouvé sur le territoire de notre commune, au lieu dit la taille de Galperouet.
Donc on avait déjà des informations. Un corps retrouvé le 17 août 1944, donc elle était 44, au lendemain de la libération, dont la mort semble remonter à 6 semaines, donc ça nous renvoie à début juillet 1944. Il y a la confirmation que c'était une personne qui venait du nord de la France. C'est tout ce qu'on a trouvé à la mairie, il n'y avait rien d'autre. Pour sa fille, il y a le même acte de décès. Bien sûr, hein, sur un acte de décès, il n'y a pas les circonstances de la mort qui sont indiquées, ça c'est normal. Et donc on n'avait pas grand-chose. On a essayé de regarder sur internet, il n'y avait absolument rien. La seule chose qu'on a trouvée, c'était le nom de la personne qui possédait la concession au cimetière. Et donc c'était le mari de la fille, donc de Agnès Debert. Et on avait une ville dans le nord de la France, qui est une ville qui s'appelle Saint-Saulve, c'est près de Valenciennes. Donc ça nous situait quand même encore le nord de la France. Donc là, il a fallu faire tout un travail pour essayer de retrouver cette famille, savoir s'il y avait potentiellement des descendants. Donc pour ça, moi, j'utilise beaucoup les sites de généalogie, souvent pour retrouver des gens. C'est quand même... en fait, il y a toujours quelqu'un dans votre famille, une cousine, un tonton, qui a mis son arbre souvent sur Généanet, c'est des sites de généalogie. Et donc on a pu retrouver, en voyant que leur nom apparaissait dans des sites, sur ce type de sites de généalogie, on a pu retrouver des actes d'état civil. Il y a des personnes qui souvent m'aident, même s'ils sont cousins éloignés, à retrouver les personnes. Et de fil en aiguille, on a pu retrouver des descendants qui se trouvent toujours dans cette fameuse ville de Saint-Saulve, près de Valenciennes. Et donc c'est ces personnes que vous avez en photo ici. Donc ça c'est Éric et Caroline, ils sont frères et sœurs. Donc ce sont les petits-enfants de Léontine et les arrière-petits-enfants d'Agnès. Donc en fait moi j'avais leur numéro de téléphone, leur adresse. Ce que j'aime pas faire, c'est appeler directement les personnes en fait, parce que si vous imaginez, moi je vous appelle pour vous dire qu'est-ce que vous connaissez de l'assassinat de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère, c'est un peu violent en fait. Moi je sais pas ce que ces personnes elles savent, et puis c'est déjà toujours un peu mettre le pied dans la porte, et voilà, moi je préfère envoyer un courrier, comme ça les gens, voilà, c'est un peu moins violent et c'est moins rentrer dans l'intimité des gens, donc j'envoie un courrier, donc je leur ai envoyé un courrier, en disant que je faisais des recherches sur leur grand-mère et arrière-grand-mère. Ça leur laisse le choix de me répondre ou pas, quoi. Et souvent les gens répondent d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu moins violent que de téléphoner. Voilà. Je ne sais jamais si on tombe au bon moment et on ne sait pas ce que savent les gens, quoi. Et donc c'est Eric qui m'a répondu très gentiment et il m'a expliqué que effectivement il savait que sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient été assassinées dans ce village de Plumelec, mais pendant très longtemps, en fait, on leur a fait croire qu'elles étaient mortes dans des bombardements quand ils étaient plus jeunes. C'était que assez récemment, en fait. Donc eux, ce sont les enfants de Micheline. Je vais vous montrer la famille parce que grâce à eux, on a pu avoir des photos, en fait, mettre un visage sur ces femmes. Ça, c'est important de pouvoir contacter les familles parce que ce type de documents, on ne va pas les retrouver dans des centres d'archives, mais c'est vraiment au sein d'une famille. Donc ils ont pu je suis allée à Saint-Saulve les rencontrer. Donc ils ont pu nous montrer cette photo de famille. Donc vous avez Agnès qui était mariée avec Gérard. Donc ça c'est Léontine qui était mariée avec Gérard. Et ça c'est les parents de Léontine, donc Agnès et Julien. Et la fille de Léontine et Gérard qui s'appelait Micheline et qui est donc la maman de Éric et Caroline. Mais elle était déjà décédée quand on a commencé les recherches. Et c'est vrai que eux quand ils étaient jeunes, elles les préservaient de cette histoire. Donc elles disaient voilà, elles sont mortes dans des bombardements, mais comprenait que c'était un sujet très sensible. Dès qu'elle commençait à parler de sa mère et de sa grand-mère, elle se mettait à pleurer. Elle avait 7 ans au moment des faits. Et au bout d'un moment, quand ils ont été un peu plus âgés, elle a commencé à leur expliquer. Mais bon, c'était toujours très compliqué, quoi. C'était toujours à demi-mot. Parce que vous imaginez le traumatisme de perdre sa mère et sa grand-mère dans ces conditions. Donc ils ont pu nous montrer pas mal de photos. Ça a été pris aussi à Plumelec. Donc c'était des réfugiés en fait de Malou-les-Bains, donc c'est une ville qui est située près de Dunkerque. Et donc en 1940, avec l'exode, beaucoup de familles du nord de la France se sont réfugiées, notamment en Bretagne. Et comme la région était sinistrée et en zone interdite, pendant la guerre, beaucoup n'ont pas pu retourner, notamment dans la région de Dunkerque. Donc ils se sont restés pendant plusieurs années, pendant la guerre, là où ils s'étaient réfugiés pendant l'exode. Ils avaient trouvé refuge dans cette petite maison. On les voit tous devant la maison. Et donc c'était important comme ça d'avoir des photos de cette famille. Donc voilà, avec la famille, finalement, ils n'avaient pas beaucoup d'éléments non plus sur ce qui leur était arrivé, pourquoi ils avaient été tués, ça ils ne le savaient pas. Mais ils ont accepté qu'on se lance dans cette enquête.
Donc l'idée au départ, c'était qu'on pouvait tout découvrir aussi. Moi, je ne suis pas partie de l'idée qu'elles étaient forcément innocentes si elles avaient été tuées par des résistants. Voilà, on allait peut-être découvrir des choses aussi désagréables pour la famille, mais l'idée c'était de trouver ce qui leur était arrivé, mais voilà, avec un esprit ouvert sur les circonstances de leur décès. Donc je trouvais ça assez courageux de la part de la famille aussi de vouloir savoir ce qui s'était passé. Et voilà, je leur ai bien expliqué qu'on travaillait ensemble, mais je ne travaillais pas pour eux non plus, mais que voilà, moi j'allais faire mon travail, mon travail d'enquête. Donc il a fallu essayer de trouver des archives, et donc voilà, des archives concernant ce qu'on a appelé l'épuration et de tels actes. C'est quand même assez compliqué de trouver des choses. Mais on a pu trouver quand même certaines choses. Souvent, moi, la première chose que je fais quand je travaille sur des histoires assez locales comme ça, c'est d'aller aux archives départementales, tout simplement. C'est là où on a quand même plus de chances d'avoir des renseignements. Et ce qui est intéressant aux archives départementales, c'est que vous avez les archives du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ce sont des comités qui ont été établis après la guerre, au niveau de chaque département. Souvent, c'était des professeurs d'histoire à qui on a confié la tâche de rassembler le maximum de documents, d'archives sur la Seconde Guerre mondiale au niveau du département. Et dans l'ambiance, un monsieur qui s'appelait Roger Leroux, qui après a produit, grâce à toute cette collecte d'informations qu'il a faite, un livre qui s'appelle Le Morbihan en guerre, et qui est un livre qui fait encore date vraiment à l'échelle du Morbihan. Et donc, il a fait un travail de collecte dans chaque département et dans chaque ville. Et après son décès, sa famille a confié toutes ses archives aux archives départementales. Donc il y a ce qu'on appelle le fonds Roger Leroux, où on peut trouver vraiment tous les documents qu'il a établis pour ensuite faire son livre. Et vous voyez, par exemple, pour chaque ville, il a noté comme ça des informations, c'est des carnets, c'est des feuilles, voilà. Ce qu'il a pi recueillir sur ce qui s'est passé dans chaque commune pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, pour Ploumélec, par exemple, c'est marqué en 1943, sabotage d'un pilote, groupe de FFI qui dépendait du lieutenant Scordia, sous le commandant Guimard. Et c'est marqué 2 femmes, non, point d'interrogation, ont été trouvées au petit bois de Galperouet le 17 août 1944. Donc voilà, on retrouve nos 2 femmes. Elles avaient été antérieurement exécutées, sans doute par les patriotes. Donc là, l'histoire commence à se tenir, c'est une autre. Voilà, ça permet de recouper les informations. Et ce qu'il avait fait aussi, c'est qu'ils avaient envoyé des formulaires comme ça à chaque maire de chaque commune pour savoir ce qui s'était passé dans chaque commune. Vous voyez là par exemple sur cette feuille, c'est marqué « Les patriotes ont-ils procédé à des exécutions avant la libération, pendant, après ?» Et le maire de Ploumélec avait répondu « 2 corps du sexe féminin ont été trouvés exhumés au petit bois de Galperouet le 17 août 1944. Ces femmes étaient des étrangères à la commune, nous ne connaissons pas les motifs de leur exécution. » Bon, après, je pense qu'on peut un petit peu en douter, parce qu'il a mis le minimum, ces femmes, elles étaient là depuis 4 ans, ils connaissaient leur nom, ils connaissaient certainement les auteurs, donc voilà, je pense qu'il a vraiment rempli le minimum, voilà, je pense qu'il était au courant de plus de choses, mais il a répondu de cette façon à la question. Il y a aussi les archives de la gendarmerie, donc on n'a pas retrouvé de procès verbal établi sur leur décès, voilà. Mais on a retrouvé dans les archives qu'elle faisait, c'était en fait des listes qui avaient été faites par la gendarmerie locale. Donc ça, c'est la section de la brigade de Saint-Jean-de-Révelay, c'est la commune dont dépendait la gendarmerie à Ploumélec. Et donc on retrouve leur nom sur une liste qui s'appelle « Collaborateurs notoires sous l'occupation, exécution sommaire sans jugement ». Donc là, on retrouve vraiment leur nom. Donc Léontine, exécutée par la résistance en juillet 1944 à Ploumélec, relations sentimentales avec les Allemands. Agnès, exécutée par la FFI en juillet 1944 à Ploumélec, relations sentimentales et autres avec les Allemands. Bon, on peut mettre tout et n'importe quoi sous ce cas. J'avais interrogé des historiens et c'est vrai que mettre collaborateur notoire sous l'occupation, ça permet aussi de s'exonérer de toute preuve. En fait, on met ça et en fait, voilà, c'est des collaboratrices notoires, donc voilà, elles ont été exécutées parce qu'elles étaient collaboratrices, mais ça ne nous avance pas plus. Qu'est-ce que veut dire relations sentimentales? Et relations sentimentales et autres, c'est encore une autre question. Mais bon, en tout cas, elles apparaissent sur ces listes. Il y a des listes avec de nombreux noms, mais on voit qu'il y a eu plusieurs exécutions sommaires comme ça de personnes et beaucoup de femmes. 2 choses aussi à noter, c'est que les Côtes-d'Armor et le Morbihan font partie des départements où il y a eu le plus d'exécutions sommaires au moment de la libération. Je crois que c'est le 8e et le 9e département français. Et ça s'explique aussi parce qu'il y a eu beaucoup de maquis. Et donc que les maquis, qui ont dû faire face à une
forte violence aussi, des représailles terribles. On procédait à ces exécutions sans attendre la libération et des jugements, quoi. Donc ça explique souvent, quand vous avez des grands combats, des maquis, voilà, après on a beaucoup plus d'exécutions sommaires dans ces départements-là, en fait. Mais la particularité de la Bretagne, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus d'exécutions de femmes aussi. Quand on voit les chiffres, vous voyez, là, sur cette liste, c'est que des femmes. Duval, Marianne, on voit qu'il y a une spécificité au niveau de la Bretagne où c'est 30% dans ces exécutions sommaires, c'était des femmes. J'ai essayé aussi d'en savoir plus au niveau des archives de la justice militaire, parce que si c'est des FFI ou des parachutistes de la France libre qui ont fait ces crimes, ça peut être considéré aussi relevé de la justice militaire. J'avais mentionné dans mon oncle de l'ombre une autre affaire, c'était une femme qui habitait dans un village près de Saint-Marcel qui s'appelle Séran, qui a été exécutée par des résistants avec son fils de 10 ans. Elle a été violée, exécutée, et ils ont tué son fils de 10 ans. Et en fait, c'est le mari, il était prisonnier en Allemagne, et quand il est revenu, il a voulu savoir ce qui est arrivé à sa femme et son fils. Donc là, il y a eu un procès. On savait pertinemment qui avait fait ça. Mais au début des années 50, il y a eu aussi des lois d'amnistie. Et on a considéré que ces faits avaient été faits dans le cadre de la résistance. Et beaucoup de ces personnes, les faits étaient reconnus, hein, c'est très bien qui a tué cette femme et cet enfant, ont été amnistiés. Donc ont échappé à la justice. Et donc souvent ces dossiers-là se retrouvent donc aux archives de la justice militaire qui se trouvent au Blanc, c'est près de Châtellerault, je crois. Je ne sais jamais quelle ville, où vous avez des archives spécifiques. Et donc j'aurais demandé s'il y avait des choses sur Agnès et Léontine. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien. Donc dans ce qu'on a compris, c'est que Gérard, donc le mari de Léontine, était revenu après la guerre à Plumelec pour savoir ce qui était arrivé à sa femme et à sa belle-mère. Et donc il a été très vite menacé par les résistants qui avaient fait ça, menacé de mort, hein, et sachant ce qui est arrivé à sa femme et à sa belle-mère, il est reparti dans le Nord, et donc il n'y a pas jamais eu d'enquête ouverte, ce qui explique l'absence d'enquête et de procès. Et donc les personnes qui ont fait ça n'ont jamais été... il n'y a pas eu d'enquête sur ces faits, ce qui m'avait un peu surpris au départ de voir qu'il n'y avait absolument rien. C'est quand même 2 femmes qui sont exécutées, assassinées, et il n'y a absolument rien au niveau de la justice. J'ai juste retrouvé aux archives, dans les archives judiciaires, en fait, quand moi je veux travailler sur les archives judiciaires, en ce qui concerne la région Bretagne, c'est pas aux archives départementales du Morbihan que je vais trouver des choses, mais aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, parce que les archives judiciaires, les dossiers qui concernent les enquêtes criminelles sur la période de la Seconde Guerre mondiale, concernant la Bretagne, se trouvent aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine à Rennes, donc pour l'ensemble de la Bretagne. Et c'est en finalement regardant dans d'autres dossiers, là c'est un dossier qui concerne Plumelec en général, où j'ai retrouvé donc, le témoignage du chef des résistants locaux de Plumelec qui s'appelait Louis Simon, et donc il a écrit après la guerre un témoignage dans lequel il raconte que Léontine était la maîtresse de l'un des soldats allemands de Plumelec. Sachant que ça a été écrit après la guerre, donc après leur assassinat, ce qui peut permettre de justifier aussi cet assassinat, et sachant que c'est la seule personne qui le dit. Et on a aussi retrouvé d'autres témoignages d'autres résistants de Plumelec qui disent qu'eux n'étaient pas d'accord avec l'ordre d'exécution que ce monsieur avait donné concernant ces 2 femmes et qu'elles n'avaient rien fait. Donc voilà, après c'est la parole contre parole. Mais en tout cas, c'est le seul en fait à avoir soupçonné Léontine d'avoir eu une relation avec ce soldat allemand. Tant bien elle aurait eu une relation avec un soldat allemand, la prendre et l'exécuter, voilà, ça reste quand même autre chose. Et je peux avoir aussi quelques doutes sur ce monsieur, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce Louis Simon, qui par ailleurs était le chef local de la résistance, il a été reconnu comme résistant, il a participé à la résistance de manière active, hein, ça n'empêche qu'il a été héroïque. Après la guerre, en fait, il a fait ce journal qui s'appelait Le Fouet, qui paraissait tous les samedis, qui s'appelle Claque et Cingle tous les samedis. Et ça, j'ai retrouvé ça aux archives départementales du Morbihan. C'est marqué « Organe de la résistance des armées ». Et en fait, avec d'autres, tous les samedis, ils produisaient ce journal dans lequel ils réglaient leurs comptes avec les gens. Donc ils balançaient des noms de gens qui avaient collaboré ou pas. Ils mettaient les noms, les articles n'étaient pas signés, bien entendu. Et tant et si bien que, au bout de quelques temps, lui, c'était marqué quand même directeur Louis Simon,
ils ont dû reconnaître que voilà, ils avaient peut-être été un petit peu trop loin et le journal a dû fermer, quoi. Donc, vous voyez, les règlements de compte, voilà, ils balançaient comme ça sur la place publique les noms des gens sans laisser faire la justice. C'était quand même un peu spécial. Donc, voilà, on peut avoir quelques doutes sur les accusations portées par ce monsieur. J'ai quand même retrouvé une autre trace aux archives du service historique de la Défense. Donc ça, c'est les archives du ministère des Armées. Donc vous avez plusieurs antennes en France. L'antenne la plus importante ici, c'est au château de Vincennes. Vous avez les dossiers de résistants, certains d'entre vous doivent les connaître. C'est là-bas que j'avais retrouvé le dossier concernant mon grand-oncle. Et vous avez aussi un bureau à Caen, le SHD à Caen. Donc c'est le bureau des archives des victimes des conflits contemporains. Et donc dans ce bureau, vous avez les archives de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les dossiers des prisonniers de guerre, vous avez les dossiers des travailleurs forcés, les dossiers des personnes qui ont été déportées pour faire ratio, pour faire de résistance, les dossiers des personnes qui ont été internées et les victimes civiles. Donc je leur ai demandé s'ils avaient un dossier au nom de Agnès et Léontine en tant que victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils avaient ce dossier. Vous voyez, c'est marqué, tous les dossiers, c'est 21B quelque chose, ça commence par ça. Et là, c'est marqué dossier de décès, guerre 39-45, victime civile, impossibilité de statuer en date du 10 octobre 2014. Et donc, il y en avait un pour Agnès et un pour Léontine. Et en fait, c'est un dossier qui a été fait parce que Micheline, donc Micheline, je vous rappelle, c'était la petite fille, à la fin de sa vie, en fait, ça lui pesait toujours cette histoire. Et en fait, elle avait fait des démarches pour que sa mère et sa grand-mère obtiennent la mention morte pour la France et que leur nom soit inscrit sur le monument aux morts de Plumelec. Et donc, elle avait engagé un avocat, elle avait fait des démarches auprès de l'Office national de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, c'est eux qui statuent sur le statut de mort pour la France. Et là, dans ce dossier, donc, on voit cette lettre qu'elle avait adressée au maire de Plumelec, et dans laquelle elle dit « Je me permets de vous écrire pour parler d'une douloureuse affaire datant de 1944 qui a bien éprouvé ma famille. En ce début de juin 1944, quelques individus masqués au nombre de 7 ont fait irruption à notre domicile et ont enlevé ma mère et ma grand-mère qui ont été retrouvées quelques temps plus tard dans la forêt, assassinées et martyrisées. J'avais 8 ans à l'époque, nous n'avons jamais su pourquoi. Cette année, nous avons mis un marbre sur la tombe et leurs noms seront gravés sur la stèle. » Donc elle dit, mon père est revenu 2 ans de suite après la guerre, donc ça confortait ce qu'on avait appris, et s'est heurté à un mur du silence, comme si ces individus avaient peur. Il n'a pas pu revenir ensuite car il a eu un accident de voiture, il est décédé des suites de ses blessures. Et donc elle dit, depuis de nombreuses années, nous retournons à Plumelec sur la tombe et nous n'avons jamais rien su. Donc, même elle n'avait pas d'indication sur ce qui s'était passé, pourquoi sa mère et sa grand-mère avaient été tuées. Donc elle avait fait lancer cette démarche pour qu'elles obtiennent cette mention. Parce que si vous n'avez pas la mention morte pour la France, vous ne pouvez pas, le nom ne peut pas être inscrit, c'est la loi, vous ne pouvez pas rajouter un nom sur le monument aux morts. Après la guerre de la Première Guerre mondiale, c'était plutôt fluctuant et on a pu être inscrit comme ça, mais maintenant c'est vraiment ça. Et donc on a découvert aussi que finalement cette lettre n'avait jamais eu de réponse. Le maire de Plumelec de l'époque n'y avait jamais répondu. Et finalement l'ONAC a estimé qu'ils ne pouvaient pas statuer, en fait ils n'avaient pas assez d'éléments, donc elles n'ont pas pu obtenir la mention morte pour la France. Et donc Micheline en est restée là, elle est décédée comme ça, sans trop savoir ce qui était arrivé. Donc dans un autre temps, il a fallu essayer de trouver des gens à Plumelec qui pouvaient nous parler de cette affaire. Et c'est là que ça a été assez compliqué. Donc ça c'est la maison qu'on voyait sur l'une des premières photos en pierre, voilà, qui existe toujours un peu dans son jeu. Elle a été squattée pendant un moment, donc c'était pas en très bon état. Et donc ça a été compliqué. Et c'est vraiment Loïc Merlet, la personne qui m'a aidée du village, qui a pu faire ce travail, parce que moi, franchement, ça aurait été impossible, parce que je ne suis pas du village, je ne suis pas du pays, comme on dit. Et donc lui, ça a été, déjà que lui était du village, ça a été compliqué, quoi, d'aller voir les anciens. Les anciens savaient, hein, tous les gens du village qui étaient assez âgés savaient, mais pour eux c'était encore très difficile d'en parler, donc il a fallu les mettre en confiance, expliquer la démarche, et petit à petit les langues se sont déliées. Et donc on a appris que c'était quand même une famille assez intégrée, quoi. Ils sont restés là de 40 à 1944. Donc là on voit Gérard qui en fait travaillait pour le menuisier de la ville, il était chauffeur, donc il avait sympathisé avec Louis Merlet, voilà. La petite Micheline, elle allait à l'école, on a retrouvé
retrouvé cette photo, on a retrouvé des dames qui étaient à l'école avec elle, qui étaient encore en vie. C'était une école privée avec les bonnes sœurs. Je sais plus c'est laquelle sur... Ouais, l'école des sœurs. Surtout, on est dans le Morbihan, on est en Bretagne. Dans certaines communes, il n'y avait pas d'école laïque encore à cette époque. Mais même encore aujourd'hui, je crois il y a 40 communes en Ille-et-Vilaine qui n'ont pas d'école publique. Ah ouais. Je crois qu'à Poulermel, c'était jusqu'à pas longtemps, c'était la seule où il n'y avait pas de lycée public. Il y a encore quelques années. Quand j'étais donc à Guichen, il y avait, c'était à côté de Brial, je crois, il y avait des parents qui avaient demandé à ce qu'il y ait une école publique. Le maire était venu leur proposer de leur payer l'école privée. Et donc, ils ont envoyé leur demande au préfet, enfin au sous-préfet à Redon, qui a obligé. Et du coup, j'avais cherché, j'avais trouvé 40 communes. C'est encore très fort. Ouais, et puis ça a été violent. À ce moment-là. Donc, on voyait que la famille était intégrée. On a retrouvé aussi des photos où ils sont avec des gens du village, ils allaient aux noces, ils allaient à la messe. Et on a vu que aussi une partie de ce qui a été le problème, ça aurait été aussi des paroles, visiblement. Un jour après la messe, en fait, Agnès et Léontine, elles avaient l'habitude d'aller chercher du ravitaillement dans une telle ferme, de chercher du lait, du beurre dans telle ferme. Et au sortir de la messe, on leur avait dit n'y allez plus trop, parce qu'à ce moment-là, il y avait des résistants dans cette ferme. Et puis Agnès aurait eu ces paroles malheureuses en disant moi, je sais ce qui se passe là-bas. Il suffisait de dire ça pour que ce soit pris comme une menace. Et voilà. Et puis, c'est ce qu'on a appelé finalement, les historiens appellent ça l'épuration de voisinage. En fait, il y a plein de facteurs qui expliquent le fait qu'elles étaient assassinées. Il suffisait d'un seul facteur à l'époque pour que finalement elles puissent être assassinées. Il y a plusieurs choses. Je vous disais, des paroles malheureuses. On sait qu'il y a eu aussi un bombardement à un moment, dans le cadre des combats de Saint-Marcel, sur Plumelec, parce qu'il y avait un moulin qui servait d'observatoire. Et il y a eu des bombardements, des civils ont été blessés, mais aussi des soldats allemands. Et Agnès aurait demandé à ce que les soldats allemands soient aussi soignés, ce qui avait été mal perçu par certains. Et surtout que le docteur a été arrêté et déporté, arrêté peu après. On sait aussi que Agnès parlait allemand, donc elle était flamande. Donc elle communiquait aussi avec des soldats allemands qui étaient là aussi depuis plusieurs années. Ils avaient sympathisé avec eux, donc ça aussi c'était mal perçu. C'était des gens qui venaient pas du même pays aussi. Ça, on a tendance à l'oublier, mais pendant l'occupation, c'est des gens qui se sont retrouvés à vivre ensemble, alors qu'ils n'étaient pas voués à vivre ensemble. Elle venait de Malo-les-Bains, qui est une ville balnéaire, urbaine. Elle se retrouve à Plumelec, on est vraiment un milieu très rural. On le voit, Léontine, elle était la coupe à la garçonne, des jupes, des robes un peu plus courtes, très féminines. Rien que ça peut aussi susciter de l'envie, des jalousies. Voilà, c'était des gens qui venaient pas du tout du même milieu. Et puis on a aussi découvert qu'il y a pu avoir aussi un micmac avec petit gâteau. Qu'elles auraient pu être confondues avec deux autres femmes qui étaient aussi soupçonnées de résistance dans un village à côté, qui avaient vraiment des profils similaires, qui étaient aussi originaires du nord de la France et qui s'appelaient les Chottes. Et elles s'appelaient les Deschottes, et donc ça a pu créer la confusion. Donc, rien que ça a pu mettre le soupçon sur elles et le fait qu'elles aient été exécutées. C'est plusieurs choses, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est dans le livre aussi. Rien que ça, en fait, une seule petite chose, ont pu mener à leur exécution. Et c'est ce qu'on a appelé vraiment, les historiens ils appellent ça aujourd'hui l'épuration de voisinage. Le terme extrajudiciaire, sauvage, là c'est de voisinage parce qu'on a pu établir la liste des gens qui ont participé à cet assassinat, et c'était des gens qu'elle connaissait. D'ailleurs, dans le livre, on a fait le choix de ne pas mettre leur nom, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que juridiquement, je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, donc il n'y a pas de documents d'archives où ils ont été inquiétés, même si on a recoupé les noms, quand c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc je pense que juridiquement, je ne peux pas, mais de toute façon, l'idée, même si on ne les aurait pas mis, parce que ces gens ne sont plus là pour se défendre 80 ans après, on a essayé d'ailleurs d'expliquer le contexte, pas pour les excuser, mais voilà, c'est dans un moment où c'est le début de la libération, après la bataille de Saint-Marcel, ça a été une véritable chasse à l'homme. Enfin, mon grand-oncle est mort dans ces conditions-là. Les gens ont été exécutés sommairement, les gens ont été raflés, torturés. On a retrouvé après dans des charniers au fort de Penthièvre, à Port-Louis aussi, dans la citadelle de Port-Louis, des résistants qui ont été assassinés, des gens ont été déportés, donc c'est un climat très, très électrique. Et donc on soupçonne aussi tout le monde à ce moment-là, c'est pas pour les excuser, mais pour comprendre comment ces personnes-là sont venues à assassiner des gens qu'ils connaissaient.
Et puis aussi parce que c'est pas à leurs descendants de porter cette histoire. Donc c'est un peu le problème quand je fais des conférences dans le secteur, c'est que les gens veulent savoir les noms. Je leur dis bah non, en fait, je suis pas sûre que savoir que votre grand-père a participé à ça, ça vous avance. Voilà, c'est pas l'idée en fait. C'est pas l'idée de pointer du doigt ces hommes-là. Il faut bien entendu dire ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait. Mais l'idée, c'était surtout de retracer voilà, ce qui était arrivé à Agnès et Léontine, de replacer ces femmes-là aussi, de mettre à jour cette histoire. De voir comment ses descendants aussi vivent avec cette histoire encore aujourd'hui, et de voir comment tout un village, pendant 80 ans, a fait silence sur cette histoire, parce que c'était encore très, très difficile. Et donc on a compris que une grande partie du village n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé, mais que ces résistants ont aussi fait peser une menace aux autres personnes pour qu'ils se taisent, quoi. Et on a vu de quoi ils étaient capables, mais que c'était encore très douloureux, mais qu'il y avait besoin d'en parler. Et à la fin de l'enquête, en fait, on est parti vraiment sur les traces d'Agnès et de Léontine. Donc là, c'est Loïc, c'est le monsieur avec qui j'ai fait les recherches. Et en fait, lui, il a fait un gros travail de terrain pour vraiment établir ce qui s'est passé entre le moment où elles ont été capturées et leur exécution. Il a pu faire ce travail en recueillant des témoignages de personnes qui étaient enfants, du coup, à l'époque. Il n'y avait plus beaucoup de gens qui étaient encore capables d'en parler, mais des gens qui ont été témoins de ce malheureux convoi jusqu'au lieu d'exécution. Donc il a pu faire vraiment une enquête, recueillir les différents lieux avec les protagonistes, et il a pu recueillir le témoignage notamment de personnes qui étaient enfants et qui gardaient les vaches dans des champs ce jour-là, et qui ont vu passer ce groupe de résistants avec Agnès et Léontine. Et il y a notamment un monsieur qui a témoigné dans le livre, mais il n'a pas voulu donner son nom. Il voulait bien témoigner, mais de manière anonyme. Vous voyez que c'est encore difficile pour les gens, ils ont encore peur de ce que vont penser les autres, de témoigner ouvertement. Et quand on a fait une conférence à Plumelec au mois de mai, ce monsieur est venu, et en fait il a pris le micro, et il a parlé devant tout le monde, et ça l'a libéré, quoi. Lui, il avait 10 ans, et donc, vous voyez, il a vu ce groupe de personnes prendre ces femmes qu'il connaissait, y aller les exécuter un peu. Il n'a pas assisté à l'exécution, mais voilà, il a su après ce qui s'était passé. Et ça lui a fait un bien fou, quoi, de parler après toutes ces années, parce qu'il portait encore cette histoire. Et donc il y avait un côté aussi libérateur dans le village, voilà, de parler enfin de ça. Et c'était un moment très émouvant, parce que vous imaginez, pour Éric et Caroline, partir comme ça sur le parcours qu'ont fait leur grand-mère et leur arrière-grand-mère jusqu'à leur exécution, il faisait sombre ce jour-là, c'était un jour d'automne en Bretagne, c'était pas facile, mais c'était très courageux. C'est vrai qu'au final, on n'a rien trouvé d'incriminant, à part ces soupçons sur le fait que Léontine aurait été la maîtresse de ce soldat allemand, et encore, c'est pas avéré. Il n'y avait rien d'incriminant en fait pour leur famille, absolument rien. Donc elles ont été assassinées pour rien. Et de toute façon, même s'il y avait quelque chose, on ne prend pas des femmes pour les assassiner de cette façon-là. Donc ils étaient très courageux aussi de se confronter à ce passé, mais ça leur a fait aussi beaucoup de bien, voilà, d'en savoir un peu plus. Leur grand regret, en fait, c'était que leur mère ne soit pas là pour découvrir les résultats de cette enquête. Elle avait essayé quand même de faire l'enquête de son côté. Elle avait notamment rencontré l'un de ceux qui avaient fait ça. Donc c'est un groupe d'hommes aussi. Après, par exemple, si on avait donné les noms, en fait, c'est difficile aussi parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes responsabilités. En fait, il y avait aussi des jeunes qui ont suivi le reste du groupe, il y avait des personnes plus âgées. Et ce monsieur-là, il était un peu plus jeune. Et je pense qu'il a regretté toute sa vie aussi d'avoir participé à ça. Et elle avait été le voir dans sa maison de retraite. Il lui avait dit que sa mère lui avait dit, parce qu'elle avait reconnu le son de la voix, elle avait reconnu les résistants, elle lui avait dit qu'il faudrait qu'il dise à sa petite fille qu'elle pensait bien à elle. Voilà, donc ça devait être un moment assez fort aussi, d'avoir été rencontré l'un de ceux qui avait fait ça à sa mère. J'imagine que ce monsieur avait des regrets aussi d'avoir participé à tout ça. Et donc Éric et Caroline, ils avaient quand même en tête le souhait de Micheline de faire inscrire le nom de sa mère et de sa grand-mère sur le monument aux morts. Donc ils ont refait des démarches quand le livre est sorti auprès de l'ONAC pour voir si c'était possible. Et une nouvelle fois, ils ont décidé de ne pas statuer. Voilà. Donc c'était pas possible de statuer. Oui. Est-ce que vous savez pour quelles raisons ces deux femmes ont quitté le Nord
Pour aller se mettre dans la gueule du loup, là, en Bretagne, c'était le mec qui Ah non, elles ne savaient pas qu'elles étaient... À ce moment-là, en fait, il y avait des mots d'ordre par commune, par ville, d'aller dans telle région, dans tel département au moment de l'exode. Ouais, c'était des réfugiés. Et en fait, certaines parties du Nord n'avaient pas le droit de retourner. Oui, ils n'avaient pas le droit de retourner parce qu'après, c'était la zone interdite. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris dans mon livre d'histoire. Hein. Oui. Moi, dont les parents étaient dans la zone interdite à Saint-Quentin, je ne l'ai appris que longtemps après leur mort. Ils ne pouvaient pas retourner chez eux. Et en fait, elles se sont retrouvées dans le Morbihan parce que en fait, Gérard était mobilisé et son régiment avait été en Bretagne aussi à un moment. Donc je pense qu'ils ont dû se retrouver aussi à ce moment-là en Bretagne. On ne sait pas exactement pourquoi ils se sont retrouvés à Plumelec, c'est une énigme. Mais en fait, chaque commune, il y avait des plans qui avaient été établis en cas d'invasion allemande. Et chaque commune savait où elle devait partir, les communes de l'Ain, des Ardennes, du Valais. On a vu après ceux de Strasbourg, ils sont allés plutôt au Périgord, Dordogne, et tout ça. Enfin, chaque région devait aller dans d'autres régions. Mais alors, contrairement aux autres, là, par exemple, les Parisiens qui sont venus pendant l'exode en Bretagne, ils ont pu repartir. Et là, quand ils venaient de Malo-les-Bains, ils n'ont pas pu repartir parce que c'était zone interdite. C'est pour ça qu'ils ont dû rester. C'était allemand. Voilà. C'est devenu une zone qui était la zone interdite, ce qu'on nous a pas dit pendant des années. C'était une zone allemande qui était réunie avec la Belgique et la Hollande et sous commandement allemand. Moi, je ne vais pas rentrer chez eux. Oui, donc elles n'avaient pas le droit de rentrer chez eux. Il y a des gens comme. Ah oui, non, ils étaient partis, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Actuellement, très vieille, il y a plus de 90 ans, qui ont connu l'exode du Nord. On les a obligés. Je connais des gens, des personnes qui maintenant ont plus de 90 ans, qui m'ont raconté il y a déjà longtemps, qui en parlent encore, de cet exode de la zone interdite du Nord, qu'on connaît très mal parce qu'en général, on est toujours à l'idée qu'il y avait deux zones. Et cette zone interdite, oui, il y avait cette zone. Et ces gens me racontaient que, alors on l'a entendu il n'y a pas longtemps, une vieille amie, elle est partie aussi à travers la France avec sa mère, des voisins et tout ça, et ils sont arrivés eux, dans le sud. Et on les appelait les Boches du Nord. Bah oui. Voilà. On les appelait les Boches du Nord. Elle allait à l'école et elle ne voulait pas y aller parce qu'elle disait à sa mère, moi je ne suis pas Boche. À plus forte raison, eux qui partaient du Nord et qui en général avaient une culture très anti-allemande parce qu'ils ils avaient suivi pendant la Première Guerre mondiale. Et donc eux ils étaient particulièrement anti-allemands et eux se faisaient traiter de Boches arrivés dans le sud. Et j'en connais d'autres aussi qui venant aussi de la région de Dunkerque, tout ça, étaient dans l'ouest. Eux aussi, ils se faisaient appeler, je ne sais plus comment. En fait, il y avait la notion de Agnès, Boche. il l'avait surnommée la grosse Bertha. Voilà, il y avait des notions de Boche. Et pour eux, il y avait un amalgame. Les gens les voyaient comme des Boches. Oui. Et mes parents avaient des voisins dans la banlieue de Lyon qui venaient d'Alsace. Et la dame n'allait pas toujours faire ses courses, c'était la mère qui allait le faire parce qu'avec son accent, elle se faisait mal regarder par les voisines et tout, qui la prenaient finalement. Oui, il suffisait de ça. Il y a des réactions. Et puis souvent, quand on va chercher à soupçonner des gens qui a potentiellement dénoncé ou quoi, on va prendre des gens qui sont extérieurs à la communauté. C'est ça, on va pointer du doigt des gens qui sont extérieurs à la communauté, sur lesquels on va plus pouvoir s'attaquer. Et là, en plus, il y a le soupçon, elle parle allemand, c'est pas des gens de chez nous, donc il suffisait rien que ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont restés 4 ans dans ce village-là. On sait de quoi il vivait pendant ces 4 années Gérard, du coup, il travaillait chez le menuisier, il était chauffeur. Après, il est devenu mécanicien, donc il était chauffeur. Oui, c'est déjà, à l'époque. Je pense pas que c'était. Pas toujours, il y a des familles, ce sont que les femmes et les enfants qui sont partis. Par exemple, je voulais ajouter que les cheminots avaient un plan, ont été dispersés dans des zones d'exode. La SNCF avait établi un plan de région, compte tenu de la guerre de 14 avant, ils avaient de l'expérience, et les préfectures étaient avisées par le chemin de fer qu'il fallait recevoir dans les régions. Donc ils avaient on va dire presque passer des annonces dans les villages. Et alors il y avait des gens qui les acceptaient, qui leur donnaient du boulot. Mais ça a pu créer des... il y avait des conflits. Et la vieille dame dont je parle, il y a quelques jours, me parlait des gens du Sud, elle me parlait d'une tipesse du Sud. Non, pas du Sud, une tipesse du Midi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était en contrepartie, comme on les appelait les Boches du Nord, elles s'appelaient les tipesses du Midi. Je vais vous dire, l'atmosphère pacifique. Et puis les gens, c'était la Plumelec, moi je veux dire, mes grands-parents, ils ont jamais quitté, ils sont allés une fois à Nantes, une fois à Rennes, ils n'allaient pas plus loin, ils ne connaissaient pas, à part le village, la grande ville où ils allaient à la foire, les gens restaient vraiment donc voir venir des gens comme ça d'une autre région,
c'était quelque chose, pas avec les mêmes habitudes. Ils avaient des accents. Oui. Des accents très Oui, marqués. là, Agnès, Très, très j'imagine, elle a un marqués. accent flamand et on appelle la grosse Bertha. Ah oui, oui. Ouais. Voilà. Et du coup, l'ONAC n'a pas statué, mais il y a quand même eu des avancées en fait, quand même à ce niveau-là. Là, je vous parlais du moulin c'était ça le poste d'observatoire à Plumelec qui avait été bombardé. Et à l'occasion des 80 ans, donc dans chaque commune, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là, pour les 80 ans cette année de la libération. Et Plumelec, ils ont fait des panneaux explicatifs parce que c'est quand même une ville, c'est un haut lieu, ce qu'on appelle un haut lieu de la résistance en Bretagne, parce qu'il y a eu ces parachutages, il y a eu ces combats importants, ces parachutistes de la France libre, il y a eu les combats de Saint-Marcel qui étaient juste à côté. Et donc ils ont fait des panneaux, et sur ces panneaux, donc, ils rappellent ce qui s'est passé à Plumelec. Il y a eu aussi une trentaine de personnes qui ont été arrêtées, torturées à Plumelec, certaines déportées, exécutées. Donc il parle du drame de Kerouel dans lequel mon oncle a été tué. Et sur ce panneau, quand même, la mairie, donc je vous rappelle qu'il y a quelques années, le maire n'avait même pas répondu à Micheline. Là, la mairie a mis cette mention. Durant cette période, des résistants français ont également commis des exactions. Début juillet, un groupe de filles enleva et exécuta 2 réfugiés qui vivaient au bourg. Les corps d'Agnès Delattre et de sa fille Léontine ont été exhumés 6 semaines plus tard à la lande du Gap-Perouet. Donc vous imaginez quand même 80 ans après, on arrive quand même à parler de ces faits-là. Parce qu'ils sont morts. Ah ceux qui ont fait ça, oui, ils sont morts aussi. Mais c'est ce qui permet aussi, c'est sûr qu'il y a 10 ans, peut-être qu'il y en aurait eu encore, ça aurait pas été possible. Parce qu'on passe aussi effectivement à une autre période. Les acteurs de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus là. Et ces personnes qui ont commis ça, qu'on peut se permettre de... Mais en tout cas, c'est une avancée aussi que la mairie aussi reconnaisse ce qui s'est passé, que ça fait aussi partie de l'histoire. C'était peut-être pas le même maire. Non, là ça avait changé de maire. Là ça avait changé de maire. Et la famille, elle a quand même... ils ne peuvent pas donc inscrire Agnès et Léontine en tant que victimes civiles sur le monument aux morts. Ils ont quand même demandé à ce qu'il y ait une plaque quelque part qui mentionne leur nom. Et donc ils ont fait un courrier là, qui a été déposé quand on a fait la conférence au mois de mai. Et le maire d'aujourd'hui donc, a répondu: Madame, Messieurs, suivant votre courrier du 11 mai 2024, je vous informe que la municipalité a décidé de vous autoriser à poser une plaque commémorative dans le cimetière de Plumelec en mémoire d'Agnès Debert et Léontine Deschamps. Ça aussi, donc une plaque qui va pouvoir être faite. Ils pensent qu'ils vont l'inaugurer l'année prochaine, qu'elle sera dans le cimetière, parce que c'est vrai qu'il y a 7 tombes, mais en fait, si on passe devant, on ne sait pas ce qui s'est passé, et c'est important. Il y a d'autres communes qui ont aussi avancé là-dessus. Il y a, l'autre histoire qui était la plus emblématique en Bretagne, c'était en Ille-et-Vilaine, le drame de Monterfil. On appelait ça les pendus de Monterfil. C'était 3 femmes qui travaillaient pour les Allemands, elles faisaient la cuisine pour les Allemands, qui ont été tendues et pendues dans un bois. Et pendant des dizaines d'années, leurs corps sont restés là. Et c'était à l'occasion du 70e anniversaire qu'elles ont été exhumées. Et maintenant, il y a une plaque et que la ville a fait quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est pas facile aussi pour une commune de regarder se passer en face. Quoi. Mais c'est ça qui était aussi intéressant dans cette histoire, c'est comment 80 ans après, c'est toujours très difficile. Et finalement, moi quand je faisais des conférences à Plumelec, je pensais que c'était difficile. Enfin, je sentais que le climat c'était quand même particulier, mais je pensais que c'était à cause de ce drame de Kerouel, quoi. Mais en fait, il y avait ça aussi derrière, et ça gangrène une communauté. C'était important de parler d'Agnès et Léontine, et de comprendre comment tout un village fait silence. Mais en tout cas, l'idée des descendants, c'était pas de pointer du doigt ce village. Justement, ils se sont fait des amis d'ailleurs dans ce village, et maintenant ils y retournent avec plaisir, mais qu'enfin on parle de ce qui était arrivé à leur grand-mère et leur arrière-grand-mère. L'idée, c'est pas de créer la zizanie, c'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas mis les noms, mais de briser le silence et de parler aussi. Et je trouve malheureusement que c'est un sujet d'actualité aussi, les violences faites aux femmes. C'est même pas par hasard qu'on s'en est pris à ces femmes. Gérard et Julien, on n'est pas pris à eux. On s'en est pris à ces 2 femmes, et c'est beau. J'ai remarqué aussi que cette année, on a beaucoup parlé aussi de ce qui s'est passé, des femmes tondues, de l'épuration, il a fallu tout ce temps, peut-être parce qu'il y a eu MeToo, tout ça, et qu'on aborde aussi enfin ces sujets, mais c'est quand même pas anodin aussi qu'on se soit... Et malheureusement, on le voit dans les conflits, ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé le 7 octobre aussi en Israël, c'est aussi des femmes qu'on a attaquées, et qu'on continue dans tous les conflits. Oui, voilà. Donc on a aussi parlé pas mal de viols qui avaient été commis par les soldats américains. On a aussi beaucoup parlé aussi cette année. C'était pareil aussi.
Donc voilà, donc ça c'est le sujet de mon livre. Donc si vous avez des questions ou faire part de réflexions. Oui, comme source aussi, on a aussi des anciens résistants qui, à la fin de la vie, cherchent à se soulager. Oui. Et je crois Le que c'est monsieur, le là, cas de dans le Ménac. Oui. Oui, Mais ils ont continué les fouilles cette semaine. voilà. Et donc, il a dit qu'il avait exécuté des prisonniers allemands. Oui, c'est juste pour situer, je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, donc c'est un ancien C'était ça. résistant en Corrège Oui, qui c'est ça. s'est livré l'année dernière, je crois, en disant qu'il avait fait partie d'un groupe de résistants qui avait exécuté des soldats allemands, et je crois qu'il y a une femme aussi, collaboratrice, je crois. Oui, je crois. Voilà. Et donc ils ont procédé à des fouilles au cours des derniers mois, ils n'ont pas retrouvé la fosse, là ils continuent, mais ce monsieur, oui, peut-être aussi parce que ses camarades ne sont plus là, c'est le dernier. Et donc il y en a aussi qui... Mais c'est vrai que Louis, ça lui était resté... Enfin pour lui c'était difficile, il avait sympathisé avec cette famille, il connaissait les gens qui avaient fait ça, hein. C'est des gens qui côtoyaient, et donc ça lui est resté insupportable toute sa vie ce qui s'était passé, qu'il avait besoin d'en parler, quoi. Et on voit que d'autres résistants n'étaient pas d'accord avec ce qui s'était passé ce jour-là, quoi. Il est toujours vivant, Louis. Non, Louis il est malheureusement décédé pendant le Covid, ouais. Mm. Il était tombé malade pendant le Covid. Ouais. Du coup, quand vous allez parler dans les lycées, quand vous allez parler à des collégiens ou des lycéens, vous présentez la résistance sous quel... Les deux aspects, parce qu'avec mon Sous grand-oncle, quel aspect, c'est voilà. les deux aspects, Les en fait. deux. C'est ça, en fait, c'est multiple. Voilà. Il y a les actes héroïques, mais en fait, moi je considère que ces gens-là, c'est des gens qui, sous couvert de résistance, ont entaché la résistance. C'est ça, c'est plutôt ça, en fait. Il y en a qui ont profité d'un statut de résistance Oui. pour obtenir des biens matériels aussi. Hein, Oui, j'en parle aussi à un moment c'est un chapitre du livre où des gens qui se faisaient passer pour des résistants allaient cambrioler des fermes. Ça, c'est un aspect. Il y a le dossier aux archives départementales, ça j'en parle. Et justement, oui, et ces gens-là ont toujours été inquiétés, mais j'en parle, j'appelais ça le Far West. Mais c'est des gens qui se déguisaient en parachutistes, en résistants, pour aller commettre des cambriolages dans des fermes, récupérer des sommes en disant on vous réquisitionne. Ouais. Quand vous témoignez, vous parlez aussi de Louis Spikowski. Oui, donc j'ai fait aussi, ça c'est les deux livres classiques que j'ai fait. Et en fait j'ai fait une première bande dessinée, donc j'avais fait des web documentaires pour France 24, c'est donc des documentaires sur internet. Et j'avais fait un premier web documentaire sur une jeune fille juive qui a été déportée à Auschwitz. En fait c'est cette jeune fille qui s'appelait Louis Spikowski. Et des lettres ont été retrouvées il y a une dizaine d'années dans son lycée, c'est le lycée La Fontaine qui se trouve dans le 16e arrondissement. Et les professeurs du lycée m'ont contacté pour que je les aide à faire des recherches. En fait, elle avait une correspondance avec l'un de ses professeurs pendant la guerre, son professeur de lettres, jusqu'à sa déportation. Et donc on a fait des recherches pour reconstituer son parcours, ce qui lui était arrivé. Donc j'avais fait un web documentaire et après on en a fait une bande dessinée parce que l'idée c'est de s'adresser aussi aux plus jeunes et trouver d'autres manières. Bon, je fais des ouvrages de ce type, mais bon... Avec des troisièmes, ça va moins bien fonctionner aussi. Donc c'est aussi trouver des manières d'aller vers les jeunes et de leur transmettre l'histoire. Donc la bande dessinée, ça fonctionne bien. Donc on avait raconté l'histoire de Louise. Et ça, c'est ma dernière BD qui est sortie au mois de janvier, qui s'appelle Le sourire d'Auschwitz. En fait, je suis partie de cette photo qui existe en vrai. En fait, après avoir fait le livre sur mon grand-oncle, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses sur les femmes résistantes. Quand je cherchais dans les livres, il y avait mention de Suzanne ou Madeleine, agente de liaison, mais ça s'arrêtait souvent à quelques lignes, quoi. Et qu'elles avaient été aussi parmi les oubliées de cette histoire. Je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler sur une figure féminine pour ma prochaine enquête. Et je me suis dit, bon, je vais continuer sur le Morbihan, ma terre d'origine. Et en cherchant, je suis tombée sur cette photo de cette jeune fille qui s'appelait Marie-Louise Moru, et qui était du Morbihan, de Port-Louis, c'est près de Lorient. Et en fait, j'ai vu que cette photo a été prise à Auschwitz. Je me suis dit, mais comment une Morbihanaise s'est retrouvée à Auschwitz? Parce que bon, j'ai travaillé sur Louise, et la très grande majorité des personnes qui ont été déportées à Auschwitz, c'est parce qu'ils étaient juifs. Je me suis dit, mais comment cette Morbihanaise, qui est très certainement catholique, s'est retrouvée à Auschwitz? Et puis j'ai été frappée par son sourire, en fait, sur cette photo. Je me suis dit, mais comment on peut sourire sur une photo qui a été prise à Auschwitz? Donc c'est vrai que ces deux éléments m'ont poussé à faire une enquête, donc j'en ai fait aussi un web documentaire. Donc Marie-Louise était résistante en fait, elle a fait de la résistance à Port-Louis, et elle a fait partie du seul convoi de femmes résistantes, on appelait ce convoi le convoi des 31 000 parce que c'est leur immatriculation à Auschwitz.
Elles ont été déportées le 24 janvier 1943, donc il y avait des grandes résistantes parmi elles, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delvaux, qui faisait partie de ce Daniel Casanova, qui faisait partie de ce convoi, et cette pauvre Lisette s'est retrouvée dans ce seul convoi qui a été conduit à Auschwitz où elle a été assassinée, parce que c'est 230 femmes, il n'y en a que 49 qui sont revenues. Elles n'étaient pas dirigées directement vers les chambres à gaz, contrairement aux déportés juifs, mais bon, voilà, les conditions de déportation à Auschwitz étaient telles que voilà. Et elle a été déportée avec son petit copain, qui lui a été déporté à Sachsenhausen et qui n'est pas revenu non plus. Donc pareil, on a fait une BD pour aussi s'adresser aux plus jeunes, voilà, notamment aux 3e et aux lycéens. Donc en fait, finalement, j'aborde tout, vous posiez la question, mais j'aborde, voilà, là c'est l'engagement à 17 ans, voilà, comment on s'engage à 17 ans. On fait des petits gestes de résistance, enfin Lisette finalement, elle a fait des petits gestes de résistance, porter des messages, mettre une croix de Lorraine sous le col de sa veste, et elle en a payé le prix fort, donc c'est comment on s'engage et jusqu'où ça peut mener. Mon grand-oncle et ses camarades du maquis de Saint-Marcel, et puis aussi des aspects voilà, un peu plus sombres de la résistance, mais qui s'expliquent aussi par le contexte. C'est tous ces aspects-là, moi j'estime qu'il faut parler de tout, et justement, comme voilà, les anciens aussi beaucoup ne sont plus là, on peut peut-être se permettre aussi d'aborder ces aspects-là. Oui, monsieur ? C'est un petit peu en rebondissant sur ce que vous avez commencé à dire tout à fait vers la fin juste de la question précédente. C'est-à-dire que vous avez parlé qu'il y a beaucoup de choses malheureusement qui sont très actuelles. Et la question c'est, est-ce que vous avez une idée, alors c'est pas à vous spécialement que je pose la question, j'allais dire que c'est à tout le monde qu'il faudrait poser la question, comment faire en sorte que la découverte d'histoire, le travail historique que vous faites puisse servir aujourd'hui. Que justement, pour modifier ce qui malheureusement est très actuel. Ça, quand on rencontre. Difficile comme question. Ouais, d'accord. Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller interviewer Jacqueline Fleury, qui est résistante, qui a été déportée à Ravensbrück, qui est une des dernières à être encore en vie. Elle va avoir 101 ans. Et c'est vrai qu'elle était un peu atterrée par l'état du monde, quoi. Se dire elle a fait de la résistance, elle a été arrêtée, déportée, de voir que le monde qu'elle va bientôt quitter, elle a 101 ans, elle le laisse elle voit que c'est dans cet état et que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, c'est ça, souvent ceux qui ont vécu ça, ils sont amers, quoi, de se voir que là on est dans une période, enfin je veux dire nous au quotidien, ça va encore, mais qu'il y a beaucoup de guerres, de conflits, mais je pense que c'est nécessaire, surtout quand on voit la séquence politique qu'on a eue cette année, enfin d'aller... moi j'aimerais bien en fait à la limite ne plus faire ça, ça voudrait dire que les gens ont retenu, ce serait bien. Voilà, si j'étais au chômage, très bien. Mais non, quand on voit que des députés ne savent pas qui est le maréchal Pétain, ou enfin ce genre de choses, que des gens, des candidats aux élections législatives s'amusent en portant des casquettes nazies, enfin voilà, c'est que le boulot doit être toujours fait, que malheureusement il faut plus que jamais. Parce qu'on s'éloigne aussi de la période, peut-être parce que les jeunes, ça leur semble être de la préhistoire. Alors que c'était là, Jacqueline Fleury, je l'ai vue cette semaine, cette dame elle est encore en vie, elle a été déportée, donc c'est pas si loin, mais dans la tête de certains, c'est du passé, et ça peut revenir en fait, ça s'est passé à cette période-là, ça peut revenir en fait. C'est ça, le faire comprendre, enfin sans les angoisser trop aussi, les jeunes bien entendu, mais ça peut revenir. On voit en période de crise, les haines, voilà, le déferlement qu'on a eu il y a quelques mois. Ouais. Alors, si je peux me permettre encore, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, mais juste, moi ce que je trouve assez formidable dans ce que vous nous avez présenté là, c'est la mise en évidence de la difficulté de faire reconnaître un certain nombre de choses officiellement. Et ça me fait penser, est-ce que par hasard, en rapport avec la question que j'ai posée il y a un instant, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement il y a eu peut-être trop de commémoration et peut-être pas assez de leçons d'histoire? Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce qu'on a tendance toujours à faire de la commémoration, bon, mais ça met tout le monde d'accord, ou presque. Et c'est
pas toujours des vraies leçons d'histoire. Oui, oui, c'est vrai que là, on a eu un grand cycle mémoriel. Et C'est pas là qu'il faut travailler. quand on voit, par exemple, il y a eu, là, il y a eu l'entrée au Panthéon de Manouchian, et puis quand on voit après, par exemple, là, moi, après les élections, j'avais été voir les scores aux législatives dans des villes emblématiques comme Oradour, et on voyait que l'extrême droite faisait un score énorme. Donc on se dit, mais comment ces villes qui ont subi tout ça? Mais je pense qu'il faut faire un peu les deux. Par exemple, pour Louise, on a inauguré une plaque dans le 19e là, en janvier. Je étais présente au lieu de sa naissance. Donc des jeunes sont venus participer, du collège, sont venus participer à la commémoration. Ils ont fait des chants. Mais avant, je suis allée faire un travail avec eux pour savoir qui était Louise. On replace le contexte. Je pense qu'il faut faire les deux. C'est vrai que les commémorations, il y a un côté émotionnel aussi, ça permet de faire passer un message, mais il ne faut pas faire que ça. Là, pour l'entrée au Panthéon de Manouchian et des membres de son groupe, il y a eu beaucoup d'initiatives dans les écoles pour expliquer qui était Missak Manouchian, ses camarades. Je pense qu'il faut, mais bien sûr, il ne faut pas bien sûr se contenter que de l'émotion. Il faut aussi faire ce travail, c'est pas qu'un travail de mémoire, c'est un travail d'histoire aussi.